S'il faut faire un traitement préventif pour consolider complètement la mâchoire. Donc on est vraiment dans une innovation très forte parce qu'à partir de l'image, on mesure un phénomène physique. Le marché américain est notre premier business. Donc aujourd'hui, le pays sur lequel nous faisons le plus de chiffre d'affaires, c'est les États-Unis. Parce que c'est un marché dynamique, parce que les dentistes et les chirurgiens américains sont très appétants, ils aiment particulièrement l'imagerie, ils en comprennent tous les tenants et les aboutissants, ils comprennent comment on peut mieux traiter les patients. Et donc, quelque part, ils influencent après les praticiens du monde entier. Donc pour nous, c'est à la fois en termes de taille, en termes d'image et aussi en termes de leadership, c'est un marché absolument essentiel. Des ambitions aux États-Unis, mais aussi en Chine, un vaste marché qui reste à conquérir. C'est la fin de ce Focus Entreprise. Excellente suite de programme à vous tous. Très heureux de vous retrouver pour ce bulletin météo. Quel temps pour ce samedi 8 avril 2017? Eh bien, regardons cela ensemble. Les nouvelles sont bonnes pour l'Europe de l'Ouest puisque les conditions seront anticycloniques entre les Pays-Bas et la péninsule ibérique, en passant par la France, par la Suisse, par l'Italie également, par les îles britanniques. Attention que sur la Belgique et les Pays-Bas, on pourra commencer la journée sous des nuages bas et ces nuages devront se déchirer avant de retrouver des éclaircies. Sur l'Europe centrale, les nuages seront plus présents, quelques gouttes par endroit. On retrouvera également une perturbation pluvieuse de l'Ukraine jusqu'à Moscou. Plus au sud, on va retrouver davantage d'éclaircies en se dirigeant vers la Grèce avec 20 degrés attendus à Athènes. Et puis on notera quand même les 21 degrés prévus à Paris et même les 25 degrés du côté de Lisbonne. Donc ambiance printanière par endroit. On poursuit maintenant vers le nord de l'Amérique. Là aussi des conditions anticycloniques sur le sud, le centre des États-Unis jusqu'à la côte est avec des conditions globalement bien ensoleillées. Parfois des températures plus élevées que les normales saisonnières. Plus de nuages là-bas vers le Québec et puis une perturbation pacifique qui va dérouler la pluie entre Vancouver et San Francisco. Sur les petites Antilles et les grandes Antilles, quelques averses possibles. Sur l'équateur, on retrouvera des conditions orageuses, mais également sur l'Amazonie brésilienne, sur Asunción, là aussi, de forts cumuls pluvieux, mais également sur Buenos Aires, là sur le nord de l'Argentine, avec 25 degrés, alors que Santiago aura davantage de soleil, mais 20 degrés au thermomètre. On poursuit maintenant vers l'Afrique du Sud tout d'abord, avec des averses de Johannesburg au Cap, 30 degrés pour le Cap ce samedi, et puis sur le nord du golfe de Guinée, on va retrouver des précipitations qui seront également au programme sous forme d'averses orageuses jusqu'aux grands lacs africains. Sur l'Algérie, des averses sous de l'air froid d'altitude, 19 degrés à Alger. Sur la péninsule arabique, là, ce sera très chaud pour la saison. On flirte avec les 40 degrés à la Mecque, 39 au thermomètre. Et puis sur la Turquie, l'Arménie, des précipitations à temps sec de l'Asie centrale jusqu'à l'Inde. Et sur la péninsule indo-chinoise, c'est au sud que l'on pourra essuyer des averses, comme à Phnom Penh ou Bangkok. Et puis on retrouvera des averses bien plus fréquentes sur l'Indonésie et ses pays voisins. Sur l'Australie, ici, des précipitations sur la pointe sud-est, mais également sur le nord-est de la Grande Île, avec des averses parfois orageuses que l'on retrouvera également sur la Papouasie, Nouvelle-Guinée. Sur la Chine, là, on va retrouver des nuages parfois bien épais de Pékin à Shanghai, et puis nuages également au programme sur bon nombre de régions japonaises. On se quitte avec ce nuage. C'est un asperatus, nuage très impressionnant, qui vient de faire son entrée dans l'Atlas international des nuages que l'Organisation météorologique mondiale vient de sortir. Voilà, à très bientôt. Bienvenue à tous dans la deuxième partie du 64, les titres de l'actualité internationale. Plusieurs victimes ce vendredi dans un attentat en Suède. On n'en connaît pas encore le nombre exact. Un camion a renversé plusieurs passants en plein centre de Stockholm. Le véhicule a fini sa course dans un magasin. La Suède a été attaquée, a dénoncé le Premier ministre suédois. L'assaillant n'a pas encore été arrêté par la police suédoise. Et puis l'attentat commis à Londres le 22 mars a fait une 5e victime avec le décès annoncé vendredi par la police. Elle s'appelle Andrea Cristea, une jeune Roumaine qui était tombée dans la Tamise lors de cette attaque. Andrea Cristea avait été renversée alors qu'elle se trouvait sur le pont de Westminster qui enjambe la Tamise face à Big Ben.
Les États-Unis ont frappé la nuit dernière une base dans le centre de la Syrie. Les frappes ont détruit la base aérienne et au moins 9 avions syriens, fait plusieurs victimes civiles et militaires. Les alliés des États-Unis, européens, turcs, canadiens et japonais ont approuvé les frappes. Réaction négative en Iran et en Russie. Vladimir Poutine évoque une agression contre un État souverain qui causera un préjudice aux relations russo-américaines. Le combat d'une femme et d'une mère pour dénoncer le scandale de la Dépakine, un médicament contre l'épilepsie qui a provoqué le handicap de dizaines de milliers d'enfants en France et en Europe. Cette femme, Marine Martin, est l'invitée du Grand Angle. Bonjour Marine Martin. Bonjour. Alors vous racontez votre combat contre la Dépakine dans ce livre, Dépakine, le scandale, je ne pouvais pas me taire, c'est aux éditions Robert Laffont. D'abord dites-nous en quelques mots, qu'est-ce que c'est ce médicament, la Dépakine, pourquoi vous en preniez, depuis combien de temps ? Alors la Dépakine est un antiépileptique principalement, mais il soigne également ce qu'on appelle les troubles bipolaires, autrefois appelés maniaco-dépressifs. D'accord. Et il est prescrit en France depuis 1967, donc ça fait 50 ans aujourd'hui. D'accord. Donc c'est un vieux médicament. Vous l'avez pris pendant des décennies? Oui, tout à fait. Moi je suis épileptique, il m'a été prescrit en 1978 alors que je n'avais que 6 ans. Et j'ai pour une épilepsie, effectivement, qui s'est confirmée par la suite. D'accord. Alors, vous racontez dans ce livre très émouvant, en fait, que vous vouliez construire une grande famille. Vous vouliez avoir 3-4 enfants, mais que très vite, après la naissance de votre deuxième enfant, un garçon, Nathan, en 2002, vous vous rendez compte que cet enfant ne grandit pas normalement et que surtout, il souffre. Tout à fait. D'abord, il naît, déjà, quand on le sort de mon ventre, il naît avec une malformation urogénitale de la verge. Donc, déjà, je trouve ça surprenant parce qu'il n'y avait pas d'antécédents dans la famille. Puis par la suite, à l'âge de parler, il ne parle pas. À l'âge de marcher, il ne marche pas. Je vois bien que son développement ne se déroule pas normalement. Et puis, les troubles autistiques apparaissent. Et oui, alors vous pensez au départ à une forme d'autisme, en fait. Voilà, c'est ça, parce que effectivement, il pousse des grognements, il est asocial. Donc, je me renseigne, mais à chaque fois que je vais sur les sites d'autistes, ça ne colle pas complètement. Alors vous consultez des médecins, votre gynécologue, un médecin général, enfin des spécialistes, des généralistes. Personne ne fait le rapprochement avec la Dépakine? Non, à aucun moment. La seule chose qu'on m'avait donnée comme information au moment de la grossesse, c'était prenez de l'acide folique parce que la seule malformation que vous risquez, c'est un spina bifida, une malformation de la colonne vertébrale. Et j'avais très bien pris ma vitamine comme ça avait été demandé. Et puis alors, Marine Martin, le choc, la révélation, comme vous dites, elle viendra par Internet. Ça se passe en 2009. Votre fils a 7 ans. Et vous tapez à ce moment-là 3 mots, médicaments dangereux, grossesse. Voilà. Et là, vous comprenez de quoi il s'agit. Voilà, parce que j'avais lu un article sur les pesticides et les fils d'agriculteurs qui avaient des malformations de ce type-là. Donc je me suis dit, moi, je ne suis pas exposée aux pesticides. Par contre, je prends un médicament tous les jours. Et c'est comme ça que je découvre le site du CRAT. C'est un hôpital parisien où il y a toutes les informations sur les médicaments dangereux pour la grossesse. Et la Dépakine est le deuxième le plus dangereux. Et pendant vos 2 grossesses, parce que vous aviez une fille avant, personne ne vous avait jamais mis en garde, ni bien sûr la notice du médicament, ni vos médecins? Non, j'étais très bien suivi à Montpellier par un neurologue, un gynécologue, un médecin généraliste et tous les 3 ont été rassurants. En prenant cette vitamine, je ne courais aucun risque. Alors pour la mère que vous êtes, vous le dites, vous vous sentez à la fois victime et coupable. Oui, il y a une culpabilité qui est énorme parce qu'on se dit on a empoisonné nos enfants sans le savoir. C'était un poison qu'on prenait quotidiennement pendant la grossesse. Donc il y a une culpabilité, un abattement dans un premier temps qui est terrible. Et puis après on s'aperçoit qu'on n'est pas seul, que d'autres mamans sont dans la même situation. Et à un moment donné, comme je raconte, j'ai fait un cauchemar. La nuit, je ne suis pas une adepte des bonnes résolutions, du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2011. Et je me suis dit, comme si j'assistais à un viol dans le métro et que je ne bougeais pas. Et là, je me suis dit, tous les jours, des enfants vont naître sous Dépakine et tu ne dis rien, tu ne fais rien, c'est criminel. C'est non-assistance à personne en danger. Alors, vous décidez à partir de ce moment-là de vous battre. Vous créez une association. Oui. Et vous devenez en fait ce qu'on appelle aujourd'hui un lanceur ou une lanceuse d'alerte. Alors, cette association, je donne son nom, c'est l'APESAC. APESAC, je ne sais pas comment on prononce. C'est l'association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant. Oui, en fait, je vais m'inspirer de mes homologues anglaises qui avaient également créé une association en 1999. Et donc, je vais commencer à informer les femmes françaises et lancer l'alerte. Et 2011, c'est aussi l'année du scandale du Mediator. Je découvre Irène Frachon et c'est là où je me dis c'est peut-être possible de s'attaquer à un grand laboratoire. Alors Irène Frachon, d'ailleurs, elle signe la préface de ce livre. Elle vous a beaucoup aidé, elle vous a montré la voie à suivre. Oui, parce que je trouve qu'elle a un courage exemplaire. J'ai compris grâce à elle que c'était par la médiatisation
que je pourrai faire connaître le problème et informer les autres femmes. Donc dès lors, je vais essayer, tenter de me faire entendre auprès du ministère, auprès des médias. Et entre-temps, d'ailleurs, il faut aussi préciser que vous avez découvert que votre fille aînée, Salomé, je crois qu'elle s'appelle, vous ne l'aviez pas en fait ressentie comme une enfant dépakine, et en fait elle l'était aussi. Oui, j'avais du mal à me l'avouer parce que bon, forcément, quand on sait que l'enfant sera peut-être dépendant à vie, on se dit ah heureusement j'ai une fille qui pourra éventuellement aider son frère. Et donc je n'acceptais pas dans un premier temps de savoir qu'elle aussi pouvait avoir des handicaps. Et en fait, effectivement, elle a des problèmes pour écrire moteur. Quels sont les symptômes? J'allais vous demander justement de vos deux enfants et en particulier de Nathan. Alors il y a souvent des malformations. Alors, mais lui, il a une malformation urogénitale, mais il peut y en avoir des craniosténoses, des malformations cardiaques. Mais c'est surtout les troubles autistiques, les troubles cognitifs, donc les troubles du langage, les troubles pour écrire. Il peut par exemple suivre des cours dans une classe normale? Alors, il n'a jamais véritablement pu écrire. Donc, pendant toute sa scolarité, il a eu une aide de vie scolaire qui écrivait pour lui. Puis après, quand il a été assez grand, il a pu utiliser un ordinateur. Donc aujourd'hui, il utilise un ordinateur, mais il a toujours une auxiliaire de vie qui est là à ses côtés pour l'aider. Alors, vous décidez, je disais, de vous battre, vous allez porter l'affaire en justice, vous attaquez le groupe Sanofi. Il faut rappeler que le groupe Sanofi, c'est pas n'importe quoi, hein. C'est un groupe qui, je crois, qui fait plus de 110 000 employés. C'est le fleuron de l'industrie française. Oui, voilà, c'est un des grands noms de l'industrie pharmaceutique mondiale. C'est 35 milliards, je crois, d'euros de chiffre d'affaires. Comment est-ce qu'on s'attaque à un monstre pareil? Justement, Irène Frachon a été un modèle pour moi. Je me suis dit, bon, quel est l'avocat qui défend les victimes de Mediator? Et c'est comme ça que je comprends rapidement qu'il ne faut pas que je prenne un petit avocat de province, mais qu'il faut que je prenne un avocat spécialisé dans le droit du médicament. Et donc, je me tournerai vers maître Charles-Joseph Foudin, qui avait déjà cette expérience-là. Donc, ensemble, on va essayer de porter l'affaire en justice. Alors, d'abord de manière individuelle dans des procédures au civil, parce que je me suis aperçue que la littérature scientifique sur le sujet était déjà extrêmement fournie. On savait depuis très longtemps que ce médicament était dangereux pour la femme enceinte. Et pourtant, ça n'était pas marqué dans les notices et toujours pas en 2009. On savait, ça veut dire que les médecins, enfin en tout cas les scientifiques, certains médecins, pas tous, parce qu'il y en a certains qui étaient de bonne foi, savaient que la dépakine avait des conséquences sur le fœtus. Mais moi, je cherche toujours dans Google, comme d'habitude, et je m'aperçois qu'il y a des études scientifiques qui datent de 70, 80, 90. L'autisme, on le sait depuis 1994, certaines parutions, donc ça fait très longtemps. Donc on se dit, si moi j'ai accès à ces informations, les médecins aussi y ont accès. Pourquoi ça n'est toujours pas marqué dans les notices? Et on s'apercevra que c'est très compliqué, qu'effectivement tout le monde savait, mais qu'il n'y a pas forcément eu une mise en conformité des notices à l'intérieur. Alors je crois qu'aujourd'hui la notice a été adaptée, mais c'est tout récent, ça date de 2017. Voilà, il y a un pictogramme. Voilà, on a réussi à gagner ce combat. Le premier, ça a été en 2013-2014, la réévaluation au niveau européen du bénéfice-risque. Donc informer les femmes qu'elles avaient 30 à 40% de chances d'avoir un enfant avec des troubles autistiques neurocomportementaux et 10% de malformations. Et bien déjà, ça a été un grand combat européen que j'ai mené avec mes homologues anglaises, belges principalement, puisque dans les autres pays européens, il n'y avait pas encore d'association. Oui, d'ailleurs, vous avez été voir l'Agence européenne du médicament à Londres. Voilà, à Londres, vous avez remué Cellier-Terre. Mais alors, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les femmes qui sont épileptiques, qui prennent la dépakine, elles ne devraient pas avoir d'enfants. Alors, c'est plus compliqué que ça. Oui, voilà. Disons qu'il faut qu'elles soient bien informées. Alors, la dépakine est extrêmement dangereuse. Certaines femmes, heureusement, peuvent arrêter leur traitement pendant la grossesse. Mais encore faut-il savoir de quelle épilepsie on souffre. Il y a également les épilepsies de type absence où peut-être l'arrêt du traitement est possible. Ça, c'est justement chaque femme avec son neurologue qui doit l'envisager. Mais surtout, on doit informer correctement le couple des dangers de ce médicament et proposer éventuellement un autre traitement un peu moins dangereux. Alors, vous racontez dans ce livre de lanceuse d'alerte, les difficultés que vous avez eues, et c'est aussi un peu une pierre dans le jardin des médias, à mobiliser les médias, ça n'a pas toujours été facile. Non, au début, ça a été une longue attente. De 2011 à 2015, j'ai un petit peu prêché toute seule dans le désert. Et puis, effectivement, mon avocat m'a attendu que, finalement, au niveau européen, on ait ces nouvelles recommandations pour alerter ces connaissances de la presse nationale. Et là, véritablement, on s'est saisi du sujet et on a réussi à faire pression parce qu'aujourd'hui, il y a eu une enquête générale des affaires sociales diligentée par Mme Touraine, mais c'est parce qu'on avait derrière Mme Touraine, qui est la ministre de la Santé en France. Oui, tout à fait, Madame la ministre. Mais c'est vrai que nous, en France, on avait 250 dossiers de plainte qu'on était prêts à déposer au tribunal. Donc, Madame la ministre a compris que là, le sujet était vraiment grave et qu'il fallait s'en préoccuper. Donc maintenant, vous attaquez, si je peux dire, Sanofi
par plusieurs biais, notamment, donc là, vous l'avez attaqué en justice, il y a une aussi au niveau du Parlement, l'Assemblée nationale aussi a pris des mesures. Voilà. Le procès est toujours en cours d'ailleurs. Oui, il y a des procédures individuelles au civil, au pénal. Ouais. On a attaqué aussi l'État pour un défaut d'information, mais également en groupe, puisque depuis peu en France, c'est possible de faire des class action comme aux États-Unis. Depuis la loi Hamon de 2014. Voilà, c'est ça, mais ce n'était pas le cas en matière de santé. Et Mme Touraine a fait voter une loi qui permet maintenant aux victimes d'accidents médicaux de porter plainte en cours. Combien il y a eu de victimes justement à la Dépakine? J'ai vu des chiffres, j'ai vu 14 000, j'ai vu 50, vous avez écrit 50, 70 000, on ne sait pas trop. Vraiment, on ne sait pas trop, il n'y a toujours pas de déclaration possible pour les victimes. Ce qu'on sait, nous, c'est que effectivement, on a récupéré les chiffres de vente des médicaments, on a des familles qui nous contactent. On a eu des chiffres sur cette année et avec l'épidémiologiste Catherine Hill, on a réussi à faire une estimation qu'il y avait au minimum, dans une fourchette basse, 14 000 victimes en France. Uniquement pour la France. Hein. Et la Dépakine a été distribuée dans toute énormément de pays européens. Dans l'Afrique du Nord. Moi, j'ai des contacts au Maghreb, dans l'Afrique noire aujourd'hui. Et même maintenant, je sais qu'ils essayent justement de le commercialiser dans des pays comme ça, en Afrique noire ou en Asie, où justement l'information n'est toujours pas encore passée. Parce que cette recommandation, elle est européenne. Elle ne dépasse pas les frontières de l'Europe. Qu'est-ce que vous attendez de Sanofi? J'attends qu'il assume ses responsabilités aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était lui qui est responsable de son produit. Dans le scandale Volkswagen, on ne demande pas à l'État allemand de payer. Aujourd'hui, c'est bien aux producteurs de payer et d'assumer ses responsabilités et non pas à l'État français, aux contribuables. Marine Martin, un mot encore. Comment vont vos deux enfants aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va. Ils se battent et j'admire leur courage au quotidien parce que c'est pas facile pour eux. Mais je suis fière de ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Et vous, ça va aussi? Oui, ça va. On continue le combat. Je suis pas découragée. Merci et courage. Donc, je rappelle le titre de ce livre très, très émouvant. Donc, Dépakine, le scandale de Marine Martin aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup d'être venu en parler sur le plateau du 64 minutes. Merci. On va d'ailleurs retrouver la page culture dans un instant avec Jean-Baptiste Urbain. Et justement, on va parler de la sortie DVD, vidéo à la demande de ce film que vous avez peut-être vu et qui raconte l'histoire similaire à la vôtre. C'est l'histoire, le scandale du Mediator dont on vient de parler justement avec Irène Frachon. On va regarder un extrait de ce film. Des centaines de milliers de personnes ont été exposées. Mais ça fait 30 ans qu'il existe ce médoc, réveillez-vous les gars. La guerre aux méchants labos, c'est ça? En attendant, c'est eux qui nous font bouffer. Et sans financement, pas de recherche possible. Si la recherche est pas au service des malades, alors pourquoi faire ce métier? On va se faire tailler en pièces. Pas de panique. Avoir une grande gueule, je crois que ça suffit. Alors maintenant, tu vas prendre ta bite et ton couteau, Madame Irène Frachon, et on va voir comment tu te démerdes. J'arrête, c'est fini. Posez-vous d'abord la question. Et si c'était vrai? Voilà, c'est le titre donc de ce film, La fille de Brest, film d'Emmanuel Berco. On l'avait évoqué sur ce plateau il y a quelques mois et là donc il sort en DVD, en vidéo à la demande. Oui, c'est l'histoire de Irène Frachon, vous l'avez dit, cette pneumologue bretonne qui va découvrir le lien entre ce médicament, le Mediator, médicament antidiabétique, et la mort suspecte de certains de ses patients. Alors, on peut dire que c'est le combat de David contre Goliath, le pot de fer contre le pot de terre, puisqu'elle va se battre contre ce laboratoire puissant, pharmaceutique. C'est vraiment traité par Emmanuel Berco à la façon d'un thriller, parfois un brin didactique, mais néanmoins toujours passionnant. C'est avec l'actrice danoise Sitze Babette Kunden. Il vient de sortir ce film en DVD et en vidéo à la demande, disponible donc partout dans le monde. Regardez-le, c'est pas sans rapport avec le scandale de la Dépakine, bien sûr. Et puis un tout autre film, un documentaire cette fois-ci, s'appelle L'Opéra, réalisé par le Suisse Jean-Stéphane Bron. Et vous nous en parlez, Jean-Baptiste. Oui, Jean-Stéphane Bron, il avait déjà fait un film qui s'appelait Cleveland contre Wall Street, passionnant documentaire sur la crise des subprimes. Et puis plus récemment, l'expérience Blocher, qui suivait vraiment au plus près ce dirigeant d'extrême droite suisse. Alors là, il avait envie de beau. Il a été dans l'une des plus grandes institutions culturelles mondiales, l'Opéra de Paris, à la fois la scène du Palais Garnier et l'Opéra Bastille, à la fois le ballet et l'opéra. Alors évidemment, on suit les musiciens, les danseurs, les chanteurs, mais il y a aussi toute cette ruche avec les techniciens, les artisans, l'administration et même la direction.
1000 activités, mais en fait un seul objectif, le spectacle, le lever de rideau. Et c'est ça qui est passionnant dans ce film, même si on n'aime pas particulièrement l'opéra. C'est d'abord un très beau documentaire de cinéma. On suit notamment le directeur de l'Opéra de Paris, Stéphane Lissner, qui était avec nous ici il y a quelques mois, qui n'a pas été gêné, qui a été suivi même dans des décisions parfois un peu tendues. On le voit au téléphone avec Benjamin Millepied, le chorégraphe, qui va quitter ses fonctions. Il y a aussi des moments vraiment truculents, parce qu'il y a des personnages hauts en couleur, des moments émouvants aussi. Vous allez voir ce chanteur russe qui crève l'écran, qui intègre l'Académie de l'Opéra. C'est à ne pas manquer, ce film de Jean-Stéphane Bron, extrait et interview. C'est bon. Le maestro est sur le plateau. Allons-y. Effet 203, top. Entrée du chiffre. C'est tellement immense que ça, pour moi, ça faisait société. Avant de faire un film sur l'opéra, je voulais faire un film sur une société, sur un collectif. Et puis après, il y avait ce changement de direction à la tête de l'Opéra de Paris. Et je me dis que ce changement un peu gouvernemental, que ça allait produire des choses, qu'il allait se passer des choses. On n'est pas un concert, on est à l'opéra, justement. L'opéra, c'est un tout. On a les contraintes qui se rapprochent là du côté des syndicats, on a les contraintes qui se rapprochent là du côté de l'État, et avec ça, il faut faire plus de spectacles, des spectacles plus beaux. Il y a l'horizon du spectacle, il faut que le spectacle ait lieu tous les soirs, à 19h30, il faut que le rideau se lève, donc il y a cette urgence-là. Mais au-delà de cette urgence, il y a le fait que les gens doivent travailler ensemble, doivent faire quelque chose ensemble au quotidien, et cet horizon-là, je l'ai trouvé assez beau, il m'a ému. Le cadre temporel du film, c'est 12 mois, mais il y a eu presque 6-8 mois avant de repérage, de casting. Je ne partais pas dans l'inconnu, j'avais au fond déterminé déjà les 5-6 personnages que j'allais suivre, dont Misha Timoshenko, qui est un peu l'étoile du film. C'est un jeune baryton basse qui rentre à l'opéra, qui le découvre, et on le découvre avec lui. Et faudra de cendre, si tu on connaît bien le masque comique, le masque tragique, et j'ai essayé aussi que le film y soit dans ces deux pôles-là. À la fois, il y a des choses extrêmement drôles, parce que c'est un monde un peu excessif, c'est un monde... les gens dans le cinéma croient qu'ils sont fous, mais franchement, voilà, les metteurs en scène d'opéra, il y a un peu un truc qui est sans limite, quoi. On n'est pas assez bourré ce matin. Oh, qu'il fait bon de voir, hein, c'est... Ah, regardez, 1, 2, 3, Voilà, et puis on reste à Paris et pas de panique, Jean-Baptiste, pour les Parisiens qui pourraient s'inquiéter ce week-end de voir des hélicoptères militaires dans le ciel de Paris. Oui, ça n'est là encore que du cinéma. En fait, c'est le début du tournage de Mission Impossible 6 avec Tom Cruise. Plus d'un mois de tournage dans la capitale française. Ça a commencé ce matin. Il y a même des affiches dans Paris pour prévenir les Parisiens qu'ils ne soient pas affolés en voyant des hélicoptères militaires un peu partout. Non, non, c'est du cinéma. La ville de Paris qui se félicite de retombées économiques jusqu'à 25 millions. Et le film, lui, sortira à l'été 2018. Merci Jean-Baptiste, à demain. À demain. L'humoriste nigérien Maman, c'est le réalisateur de la comédie Bienvenue au Gondwana. Il est l'invité de Patrick Simonin dans un instant. Another one drives a duster. Another one drives a duster. Another one drives a duster. Dacia Duster, détendez-vous, il pourrait être à vous. En avril, bénéficiez de 3 ans d'entretien pour 1 € de plus. Et venez découvrir les nouvelles séries limitées Dacia Explorer pendant les jours plus malins Dacia, du 8 au 15 avril dans le réseau Dacia.
Attention, tout est nouveau dans le magazine Modes et Travaux. Déco, mode, recettes, couture, 20 nouvelles rubriques pour déborder d'envie de créer. Et nouveau chaque mois, un cahier tuto créatif à conserver. Le nouveau Modes et Travaux, vite, il vous le faut. Et pour la première fois, la pochette couture avec son patron créateur. Trouvez l'hôtel de vos rêves en utilisant les filtres de kayak.fr. Cache Investigation sur le grand dérapage des marchés publics français. On a découvert que le stade de Nice est une très belle opération pour Vinci. C'est pas le prix d'un stade, non. L'accord avec l'américain Microsoft, un risque pour notre sécurité? Vous êtes en train de me dire que 200 000 ordinateurs du ministère de la Défense français peuvent être espionnés par la NSA? Oui. Pôle emploi sous-traite, mais pour quel résultat? Moi, je leur ai jamais demandé de créer un site avec des offres d'emploi périmées. Cache Investigation, présenté par Élise Lucet, ce soir sur TV5 Monde. Un film étonnant, une grande comédie sur l'Afrique. Bienvenue au Gondwana. Bonjour Maman, merci d'être avec nous. Vous êtes le chroniqueur sur RFI et puis l'humoriste que l'on connaît. Et voici votre premier long métrage. Mais qu'est-ce que c'est que ce Gondwana? Le Gondwana, c'est un pays qui n'existe pas, mais qui est bien réel. Et les auditeurs de RFI voient un peu de quoi on parle. Donc ceux qui verront le film, ils comprendront. C'est-à-dire quand je dis les travers de l'Afrique, c'est incroyable. Alors il y a la France-Afrique, il y a un dictateur complètement dingue, il y a un député qui vient vendre des asperges, il y a tout ça. C'est la réalité mise au service de la fiction. Et comme on le sait, hein, la réalité dépasse la fiction. Bon, on en rigole, c'est les élections. Aujourd'hui, vous mettez deux Africains qui se parlent, ils vont parler peut-être de football, mais sûrement d'élections. Allez, bienvenue au Gondwana. Vous avez dit communauté internationale? Oui. Là, ça tombe bien. Il y a longtemps qu'on vous attendait. C'est Dieu qui vous envoie ici. Tous les dignitaires sont là et le président du Conseil économique et social. Ah non, président de la Cour des comptes. Comment ça? On en a parlé avec le président. Et il a dit, faites comme vous voulez. Jusqu'à quand accepterez-vous de jouer les idiots utiles de nos dictatures? Ils sont en train de tout organiser pour voler les élections. Nous sommes venus ici en amis, alors pas de procès d'intention, hein? J'ai découvert de quoi faire tomber votre président fondateur. On est fatigué. Majorité, opposition, ils sont tous les mêmes. C'est Tikenja Fakoli qui chante dans le film. Hein. Oui, avec Awadi, qui sont ensemble des chanteurs très engagés, qui luttent pour la démocratie en Afrique. Et musique de Relema, vraiment un casting incroyable. Et puis évidemment, Go et Digbe parmi les stars. Hein. Ah oui, c'est les étendards de l'humour africain. Et aujourd'hui, ils partent à la conquête du monde. Ils sont connus de tous les spectateurs, téléspectateurs africains, d'Afrique et de la diaspora. Et donc, je ne pouvais pas trouver mieux que ces deux-là pour porter le film. Il ne faut pas oublier qu'il y a Michel Bouhiri, il y a Nastou, il y a Abbas qui est dedans, et Doudou Anang-Glacé. C'est un casting panafricain. Ouais. Donc, et alors Antoine Duléry, je disais, c'est un député qui vient vendre des asperges. C'est la France-Afrique, ça. C'est la France-Afrique. Alors dans ce film, on montre la France-Afrique comme on la connaît, c'est-à-dire corruption, exploitation des matières premières. C'est les dirigeants des deux côtés, et de la France et de l'Afrique, qui s'entendent pour exploiter le peuple. Et de l'autre côté, il y a la face éclairée de la France-Afrique, c'est-à-dire les peuples entre les Africains et les Français. On fait des enfants entre nous, on tombe amoureux les uns des autres, on s'aide les uns les autres. Et je voulais montrer ça dans ce film, les deux côtés. Oui, il y a Antoine Gouy qui joue ce personnage idéaliste, un peu rêveur français, donc qui débarque en Afrique, qui est envoyé là-bas. Il vient, il est vierge complètement, il découvre l'Afrique, il tombe amoureux de l'Afrique et l'Afrique le change. C'est un peu le personnage qui nous fait découvrir ce pays très, très démocratique. Il peut y avoir même une histoire d'amour, ça c'est possible? Il y en a. Tout commence par l'amour. On renverse les murs, on renverse les dictatures par l'amour. Oui, mais il y a un dictateur qui est là, un président fondateur dans une république très très démocratique. Oui, c'est ça. La force du Gondwana, c'est que, et dans les chroniques, et dans ce film, on ne cite jamais de nom. Pas de nom de pays, pas de nom de dirigeant, mais les spectateurs qui regardent, un Togolais, un Gabonais, un Congolais, même un Français qui regarde, il se dit, mais
Mais ça, c'est mon pays, ça, c'est le Gondwana, c'est chez moi. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce casting. J'ai un Togolais, Gabonais, Burkinabé, Malien, Ivoirien, Nigérien, Sénégalais dans ce film, des Français. On a une Italienne, une Allemande, un Américain. Et c'est une comédie qui parle de l'Afrique d'aujourd'hui. C'est pas l'Afrique des villages, des mariages forcés, de l'excision. C'est l'Afrique d'aujourd'hui, par l'humour, et qui parle du devenir de l'Afrique. Oui, alors il y a une élection présidentielle, et évidemment, pas truquée dans une république très très démocratique. Non, regardez. non. Bienvenue au Gondwana! Notre leader bien-aimé a pris tout le monde par surprise en annonçant sa candidature aux prochaines élections présidentielles. Sous sa dictature, les Gondwanais n'ont connu de souffrance. Toute fraude relevée par les observateurs internationaux entraînera l'application de sanctions. Je veux que vous alliez au Gondwana pour porter haut le flambeau de la tradition démocratique de votre pays. Partir une semaine en Afrique? Alors, comme ça, vous êtes venus surveiller nos élections. Ne le voyez pas comme ça, nous observons et nous rendons compte à la communauté internationale. Ils observent, hein, les observateurs.